Buenos días. Por fin podemos saludar al señor Barnier, que recibió hace 2 años el Prix Diálogo 2018, y después del coloquio que va a protagonizar con el señor Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea, y el señor Barnier, que recibió el Prix Diálogo en su calidad de ex negociador jefe para la Unión Europea para el Brexit, vamos a iniciar este Miradas Cruzadas, que nuestra moderadora Elena Ochoa, que todos conocéis, experta en temas europeos además, y que después de una época en el Parlamento ha regresado a los temas europeos en televisión española, yo creo que para esta presidencia española de la Unión Europea, que empieza pronto, las reflexiones de hoy nos van a venir muy bien para estos dos expertos. Gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y vamos ya con el coloquio, que será seguido de la entrega del Prix Diálogo 2018 al señor Barnier. Muchas gracias a todos. Gracias, Silvia. Buenos días a todos. En estos últimos años, los que seguimos la información europea, o incluso la hacemos, estamos leyendo muchísimo, escuchando o escribiendo esa famosa frase de Jean Monnet, la de que Europa se forjará en las crisis y será la suma de las respuestas o de las soluciones que dé a esas crisis. A riesgo de manosearla, que es lo que a veces nos pasa cuando utilizamos mucho una frase, me parece que hoy podemos utilizarla o abrir este diálogo con ella, porque la Unión Europea se enfrenta a unos desafíos sin precedentes. La crisis financiera y económica, la crisis de los refugiados, el Brexit, la pandemia, ahora la guerra de Ucrania, están poniendo a la Unión Europea en situaciones en las que nunca antes había estado. ¿Está respondiendo bien, mal, regular? ¿Se está fortaleciendo con estas crisis? ¿Necesita dotarse de nuevos instrumentos? ¿Hacia dónde va o hacia dónde debería ir la Unión Europea? Son algunas de las preguntas que me gustaría plantear esta mañana a nuestros invitados, a Michel Barnier y a Joaquín Almunia. Voy a empezar, buenos días a los dos, por Ucrania. Quizás es lo que vemos hoy más de cerca y porque buena parte de los desafíos vienen también derivados de esta guerra de Ucrania. ¿Está haciendo, en su opinión, la Unión Europea todo lo necesario? ¿Está actuando, poniendo todos los recursos y todos los medios para hacer frente a esta guerra en Ucrania? ¿O debería pensar en algo más? Señor Barnier. Alors, d'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous et merci de votre compréhension en m'autorisant à m'exprimer dans ma langue maternelle. J'ai beaucoup de défauts, j'essaye de les corriger, mais je n'ai pas appris l'espagnol, donc je suis désolé de ce défaut. Merci pour cette invitation et naturellement, je dirai tout à l'heure, Madame la Présidente, quelques mots de ce prix Dialogo que je suis très honoré de recevoir. Et à cette occasion de venir à nouveau à Madrid et de vous retrouver dans vos responsabilités diverses et de retrouver aussi beaucoup d'amis que j'ai connus au gouvernement espagnol ou dans l'action européenne, et en particulier Joaquim Almunia, avec lequel j'ai eu le privilège d'être membre de la Commission européenne. Loreto, vous avez posé la bonne question tout à l'heure sur la question des crises que nous avons affrontées depuis 15 ans. Et vous les avez bien citées toutes. La crise financière 2008, d'une violence inouïe, la crise migratoire, la crise du Brexit, la crise du Covid, la guerre, et si vous me permettez d'ajouter une crise permanente et plus grave, dont on mesure bien les conséquences ici en Espagne actuellement comme en France,
qui est la crise climatique. Quand on regarde cette série de crises, on doit se poser deux questions. Est-ce qu'on les a bien affrontées et est-ce qu'on est bien armé ou préparé pour affronter de nouvelles crises? J'observe à propos de toutes ces crises que toutes, sauf une, viennent de l'extérieur. Ce sont des crises globales. L'extérieur de l'Union européenne, sauf la crise du Brexit, même si elle a été soutenue par les Russes ou les Américains, enfin certains Russes, certains Américains, pour que le Brexit se produise. Mon opinion, et je vais dire un mot de l'Ukraine naturellement, c'est que quand on regarde objectivement la réaction européenne à ces crises, l'Union européenne a fait preuve de résistance, de résilience, et a plutôt bien réagi, je trouve. Et tiré des leçons, sauf peut-être sur la crise migratoire qu'on a abordée ou affrontée en ordre dispersé, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas de solution sur les crises migratoires actuelles et à venir sans une coopération européenne plus forte et plus confiante. Mais toutes ces crises, on les a affrontées en tirant des leçons durables. La régulation financière, Joachim peut en parler, mais moi aussi, puisque j'ai eu comme régulateur européen à reconstruire toute la régulation qu'on avait détricotée pendant 40 ans dans un excès d'ultralibéralisme, de mon point de vue. Le Brexit, qui reste un divorce, nous l'avons géré correctement et dans le respect de la volonté britannique, que nous avons regretté, mais dans le respect, et en protégeant le marché unique, qui est notre principal atout. Le Covid, nous avons également constaté nos défaillances, nos dépendances, et on est en train de les corriger du point de vue de la recherche et du point de vue de l'industrie. D'ailleurs, faisant une chose durable et importante, c'est pour la première fois, nous avons emprunté ensemble 750 milliards d'euros pour investir ensemble. J'espère qu'on trouvera les moyens de rembourser cet emprunt. Ce qui n'est pas complètement clair pour moi, mais j'espère. En tout cas, on a emprunté ensemble pour investir ensemble dans l'avenir. Et puis, il y a cette guerre tragique que M. Poutine a déclenchée délibérément contre l'Ukraine. Et moi, ma réponse est oui à votre question. Je pense que les 27 pays qui ont pourtant avec la Russie des relations parfois diverses ont plutôt réagi ensemble et jusqu'à maintenant, nous avons avec plus ou moins d'intensité, mais eu une réaction commune, aussi bien en termes de solidarité à l'égard des réfugiés ukrainiens que nous avons accueillis dans nos pays, par centaines de milliers. C'est une part de la réponse européenne, qu'en termes de soutien économique et politique avec le processus enclenché pour l'adhésion future de l'Ukraine à l'Union européenne, processus accéléré, même si je pense qu'il ne doit pas y avoir de raccourci. Le signal qui a été fait, au-delà de l'accord d'association, qui était tout juste signé, cet accord d'association est très ambitieux. Nous avons ouvert la perspective d'une adhésion. Et puis le soutien militaire, qui est l'exigence actuelle. Oui, je pense que la réponse a été à la hauteur. Et que nous devons continuer à aider l'Ukraine pour gagner cette guerre. Et là, ça provoque aussi deux leçons pour nous. La première, comme pour le Covid et la question médicale ou recherche, à réduire nos dépendances. Et ce qu'a fait l'Union européenne depuis un an est tout de même assez exemplaire, de réduire notre dépendance en matière énergétique. Je pourrais dire la même chose en matière alimentaire. Les deux pays qui s'affrontent actuellement sont les deux plus grands producteurs de céréales. Donc nous devons veiller à réarmer l'Europe sur le plan de son indépendance, son autonomie énergétique,
de cette diversification et à ne pas baisser la garde en matière de production agricole. Hein. Je dis ça par rapport à certaines idéologies assez fortes à Bruxelles qui considèrent qu'il faut réduire les pollutions. Je suis d'accord avec ça. J'ai toujours été très engagé sur la question écologique. Mais que pour réduire les productions, il faut réduire la production. Moi, je pense qu'on doit augmenter la production et réduire les pollutions. Et que c'est possible avec la recherche et avec du temps. Donc, autonomie énergétique ou diversification, autonomie alimentaire, et puis, naturellement, l'exigence de développer l'Europe de la défense. Je ne veux pas parler d'une armée européenne. Hein. Il faut se méfier des mots et de l'acceptabilité des mots. Mais je pense que cette guerre nous prouve que la guerre est toujours possible en Europe, y compris dans l'Alliance Atlantique avec les Américains. Nous sommes solidaires, mais que ça ne suffira pas toujours, qu'il faut aussi développer le pilier européen de l'OTAN et augmenter nos capacités, nos programmes, notre recherche en commun. Et là, il y a des progrès très importants qui sont faits en ce moment, hein, assez improbables. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Claude Juncker, et avant même, comme l'un des négociateurs de l'ancienne Constitution européenne sur ces questions de défense. Franchement, que le budget européen soit utilisé pour la première fois depuis 60 ans, pour financer la défense, ou des programmes de recherche ou de capacité, c'était improbable. Qu'une facilité budgétaire de 1 milliard soit dégagée sous l'impulsion de la Commission et du haut représentant, Josep Borrell, qui fait un formidable travail, pour 1 milliard d'euros sur les munitions, par le budget direct de l'Union européenne, c'était improbable. Improbable. Et ça se produit. Donc, il faudra, quand cette guerre sera arrêtée, j'espère dans quelques mois, parce qu'elle aura été gagnée par l'Ukraine et qu'on se mettra à la table de négociation, je pense qu'il ne faudra pas oublier ce qui s'est passé et qu'on continue à développer l'Europe de la défense. Je suis prêt à élaborer s'il faut. Señora Almunia, ¿comparte la visión que nos ha dado Michel Barnier, tanto en las respuestas más generales a todo este policrisis, podríamos hablar, como la particular a Ucrania? Me ha llamado la atención cuando él habla de ganar. Se puede ganar la guerra. Hay quien dice que esta guerra no la puede ganar, ni la puede ganar Ucrania, ni la puede ganar Rusia. Muchas gracias a la Asociación Diálogo, a su presidenta Loreto, y muchas gracias a Michel por venir y dialogar sobre Europa. No es la primera vez que dialogamos tú y yo sobre Europa, pero hay que seguir. Porque, ¿cómo ha reaccionado Europa ante las últimas crisis? No me voy a referir a todas, pero a las dos últimas, a la crisis de COVID y a la crisis alrededor de la guerra de Ucrania y de la energía. Yo creo que ha reaccionado muy bien, mucho mejor que en la crisis anterior, en la financiera, que vivimos allí en Bruselas y que estábamos totalmente desorientados y mal equipados para afrontar aquella crisis. Tardamos en tener un diagnóstico, tardamos en tener un catálogo de medidas para reajustar nuestras economías y evitar el hundimiento del sistema financiero, y el crecimiento económico no se veía por dónde podía venir al principio. Ahora no, ahora en la pandemia reaccionamos casi inmediatamente, casi. Hubo al principio 2 semanas países que creían que lo podían resolver por su cuenta, la búsqueda de vacunas, la búsqueda de otros productos sanitarios que no producíamos, que no teníamos, y hemos reaccionado muy bien. Y la gente, la opinión pública europea, se dio cuenta enseguida de que ante una situación tan dura como era la pandemia, la Unión Europea estaba ahí para afrontar problemas que solo a escala europea se podían resolver. Y creo que eso ha sido un impulso para la autoestima de la Unión Europea y para la confianza de los ciudadanos en las crisis, que siempre van a venir, tarde o temprano, de un lado o de otro, siempre van a venir crisis. Y luego ha venido la crisis generada por la invasión de Ucrania por Putin y
el anticipo, porque ya lo sabíamos antes de que entrasen los tanques rusos en el territorio de Ucrania, la crisis de la energía, porque Rusia empezó a subir los precios de la energía antes de invadir Ucrania. Luego se aceleró todavía más con la invasión de Ucrania. Y Europa, la Unión Europea, ha reaccionado muy bien, muy rápidamente, con determinación y con cohesión a esa crisis, ayudando a los ucranianos, 38.000 millones de euros de ayuda hasta ahora, ayudando a los refugiados ucranianos, millones de refugiados, algunos se han vuelto, pero otros muchos están con nosotros, aquí en España, en Francia, muchísimos en Polonia y en otros países limítrofes con Ucrania, proporcionando material militar, ayudando a las autoridades ucranianas a sentirse no solo legitimadas, sino a confiar en el apoyo que reciben y que van a seguir recibiendo mientras dure la invasión. Por lo tanto, la reacción ha sido muy buena, pero, déjeme que ponga un pero, no por la reacción en sí, sino por lo que muestra esa reacción positiva a las dos crisis. Y es que el proyecto de la Unión Europea no está ni muchísimo menos acabado. Es un proyecto inacabado, a medio hacer, y cada vez que nos viene una crisis descubrimos que hay áreas en las que todavía tenemos que emprender la integración o acelerar los pasos que se han dado en la integración. Michel acaba de referirse a la defensa. Es verdad que existe ese Fondo Europeo de Defensa, que en principio estaba previsto para otros fines, pero ahora se utiliza para enviar munición y para financiar compras de armamento. Es verdad que existen algunos pasos antes de la guerra de Ucrania en puesta en común de fuerzas armadas de varios países para misiones conjuntas de pacificación y a veces de solución del conflicto fuera de nuestras fronteras. Pero estamos lejísimos. Michel hablaba del final de la guerra, ojalá llegue pronto. No se ve que vaya a ser inmediato, por desgracia, pero ojalá llegue pronto. Pero imaginemos que llega el final de la guerra y que hay una mesa de negociación. ¿Quién va a estar sentado en esa mesa de negociación? ¿La Unión Europea? ¿Estarán Estados Unidos? ¿O alguien que represente los intereses de Estados Unidos si no se admite una presencia directa? ¿Estará China, directamente o por interposición? ¿Estará probablemente algún país que no está alineado ni con la Unión Europea ni con Estados Unidos en este conflicto, en esta guerra? Podría ser Brasil, podría ser Ucrania. La Unión Europea como tal no tenemos entidad para estar sentados en esa mesa, no tenemos entidad para tener un apoyo a las Fuerzas Armadas y a la lucha de los ucranianos tan eficaz como sería deseable, no tenemos capacidad de influir en muchas zonas del mundo que no están alineados ni con Ucrania ni con Putin, no tenemos una política exterior y de seguridad común todavía a la altura de lo que sería necesario para que las posiciones europeas, el interés europeo, nuestras posibilidades de actuar sean lo suficientemente eficaces. Tenemos muchísimas cosas que hacer en el terreno de la política exterior, por supuesto en la defensa, ahora que la defensa, ojalá no me equivoque, si las armas nucleares que se acumulan en los almacenes rusos, en los almacenes americanos y en algunos otros países, pero si las armas nucleares no van a ser utilizadas, y ojalá no lo sean, los ejércitos convencionales, el armamento convencional, es mucho más importante de lo que nos creíamos. Y no podemos seguir los europeos sin pensar cómo nos defendemos en una guerra convencional, en un ataque que puedan surgir algunos países de modo convencional. En energía, tenemos política energética, somos líderes en el mundo en la defensa de la lucha contra el cambio climático, pero no tenemos una política energética común. Los mercados energéticos son nacionales todavía. Aquí sufrimos, y ahí le miro a Michel, sufrimos un problema de interconexiones atávico. Es verdad, nos ha permitido encontrar
ese fallo, ese defecto, para encontrar la excepción ibérica que nos permite pagar menos por el gas y por la electricidad generada con gas. Pero el tratado exige que no se ponga en cuestión ninguna opción del mix de energía primaria de ningún país miembro. Por lo tanto, Francia apuesta por lo nuclear y Alemania, el principal elemento junto con Francia del eje que hace moverse y avanzar a la integración europea, renuncia a lo nuclear. Y hay países que nunca han tenido nuclear, Alemania la ha tenido, pero hay países que nunca la han tenido ni quieren tenerla. Tenemos unos fallos todavía, que la integración gradual, realista, pragmática, pero que la integración avanzando nos permitirá solucionar, y si la integración se para, no podremos solucionarlos. Ningún país por sí solo puede solucionar eso, como no podíamos solucionar la compra de las mascarillas y no digamos ya la negociación de las vacunas en los países que podían generar, o otros medicamentos mucho más convencionales como el paracetamol, que no se fabricaba en Europa. Nos queda mucho por hacer en la Unión Económica y Monetaria, nos queda mucho por hacer, no tenemos un mercado único de capitales, tenemos que ir a una unión fiscal que todavía hay grandes resistencias a avanzar en repetir la experiencia tan positiva que acaba de citar Michel Barnier, como la emisión conjunta de deuda para financiar las consecuencias de la pandemia, de la recesión de la pandemia que se puso encima de la recesión cuyas consecuencias todavía pagábamos, de la crisis financiera, o de la recesión que pueda venir por cualquier otra crisis. Vete usted a saber dónde surge la crisis. ¿Es por el Silicon Valley, que ha sido un banco de repente que estalla en Estados Unidos, o es por el Credit Suisse, aunque no sea Suiza un país de la Unión Europea? Y no estamos suficientemente preparados en algo que es el corazón de la integración europea, como es la Unión Económica y Monetaria, y estamos poniendo en riesgo, y con esto ya acabo el análisis, de las cosas que nos quedan por hacer. No es pesimismo sobre lo que estamos haciendo, que soy muy defensor de lo que estamos haciendo y sorprendido positivamente por lo que estamos haciendo, pero quedan muchas cosas por hacer. Nos quedan por hacer cosas que creíamos que ya teníamos hechas, que es una política exterior común en materia comercial y de acuerdos con otros países. Y acabo aquí. Hemos recibido a 2 presidentes latinoamericanos en los últimos días, Lula y Petro, y si seguimos lo que han dicho en las entrevistas, yo no sé lo que han dicho en las reuniones privadas, pero en las entrevistas no tienen una coincidencia grande con lo que vemos nosotros que hay que hacer y que es imprescindible hacer para apoyar a Ucrania, para evitar la victoria de Putin y para organizar un orden justo en el plano internacional que defienda los derechos humanos, que defienda la integridad territorial, que defienda la soberanía de los países y que permita progresar a un mundo que necesita estar organizado y necesita avanzar en gobernanza global. Y estamos al lado de Estados Unidos, por supuesto, pero solo con Estados Unidos. Y el mundo va mucho más allá de lo que suponga Putin, que ojalá suponga poco dentro de poco, de lo que suponga China, que supone ya mucho, pero no puede suponer todo, y del resto del mundo, lo que se llama el sur global, que no nos mira como sus aliados y como su referente, sino que miran por sus propios intereses y no tienen necesidad, hasta ahora por lo menos, de atender lo que nosotros decimos. Y eso es una tarea también de Europa, porque Europa no solo es nuestro proyecto de integración y de vida en común de los europeos, Europa es un referente que no puede ser desatendido en valores, en democracia, en protección de derechos humanos y en multilateralismo sano para que el mundo progrese igual que queremos progresar nosotros. Por lo tanto, esta parte es la llamada a lo que queda por hacer a partir de una base tan positiva como refleja lo que estamos haciendo. Me voy a agarrar a eso de lo que queda por hacer. Veo que el diagnóstico y el análisis es bastante compartido por los dos, pero ¿qué hay que hacer a partir de ahora? Por empezar, por segmentar los temas. En defensa, en política exterior, la forma de avanzar sería, señor Barnier, poner fin a la unanimidad
Ayer, por ejemplo, escuchábamos al canciller Scholz en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, hablar de esa posibilidad, de que era necesario reformar los tratados para avanzar más rápido. Europa no será nunca una gran potencia si no tiene, como decía el señor Almunia, esa única voz exterior, esa política exterior común, y solo se llegará a ella si se renuncia a la unanimidad en ese terreno. Elena, vous avez parlé des crises, comme Joachim et moi-même j'ai évoqué cette série de crises. Je répète qu'à part une de ces crises, le Brexit qui venait de l'intérieur, toutes sont des crises globales. Et ça me conduit à une réflexion un peu sur la nature même du projet européen, tel que l'ont imaginé un certain nombre d'hommes d'État courageux en 1950, le 9 mai, avec la CECA, puis le marché commun. Ce projet européen, il a été construit par 6 pays, puis 9, puis 12, puis 15, aujourd'hui 27, pour régler nos problèmes entre nous, Européens, principalement. Ce qui se passe depuis toutes ces crises, moi, me conduit à constater qu'il ne faut pas seulement être prêt à régler nos problèmes, il y en a encore beaucoup à régler entre nous, mais qu'il faut davantage être prêt à faire face aux autres. Ce qui n'était pas à l'origine l'idée même du projet européen. Faire face au monde global, aux crises globales et aux autres puissances. Donc quelque part, il y a un changement de paradigme, me semble-t-il, dans la nature même du projet européen par rapport à la globalisation. Deuxièmement, est-ce que nous sommes bien armés pour... Nous avons bien réagi aux crises passées. Je pense franchement qu'on a plutôt bien réagi, comme l'a dit Joachim, même si sur la crise migratoire, je le répète, ça n'a pas été évident. Est-ce qu'on est bien armé pour anticiper et pour faire face aux futures crises? C'est pas évident qu'on a été capable de réagir, le dos au mur, d'avoir des attitudes défensives, plutôt fortes et concrètes. Est-ce qu'on est prêt à anticiper, à être prêt pour les prochaines crises ou les prochaines évolutions du monde? Je ne suis pas encore sûr de pouvoir dire oui à ça aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui fait une puissance mondiale ou globale? C'est 4 éléments. Une monnaie, une économie, une politique étrangère et une défense. On a une monnaie, même si ce n'est pas encore la monnaie de tous les pays européens, on a une économie fondée sur ce qui est notre principal atout, que j'ai défendu avec ténacité pendant toute la négociation du Brexit, parce que les Britanniques voulaient nous conduire à détricoter le marché unique. Ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. Je ne sais pas s'il y a une expression en espagnol pour dire ça. Le beurre et l'argent du beurre. En allemand, on dit aller danser dans 2 mariages à la fois. C'est une expression populaire en espagnol, il faut que je l'apprenne. Mais on a le marché unique, comme l'a dit Joachim, qui n'est pas terminé. L'union des marchés de capitaux, l'énergie, le numérique. Il y a plein de sujets sur lesquels il faut consolider le marché unique, mais c'est notre principal atout. La raison principale pour laquelle les Américains et les Chinois nous respectent, c'est notre marché unique. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Et puis la défense, et puis la politique étrangère, on est loin du compte, malgré les efforts de Josep Borrell et d'autres avant lui. Mais ça progresse tout doucement. Est-ce qu'il faut la majorité qualifiée ou est-ce qu'il faut l'unanimité? Je me permets de dire que le marché unique dont j'ai été le commissaire européen pendant 5 ans, y compris au lendemain de la crise financière, enfin en plein cœur de la crise financière et pour rebâtir la régulation financière, nous l'avons fait à la majorité qualifiée.
Est-ce qu'il faut appliquer la même méthode pour la politique étrangère et la défense? Je suis, même si j'ai entendu le chancelier allemand hier le dire, très réservé sur cette question. Il faut se méfier de la question de l'acceptabilité politique. Je peux dire que dans un pays comme le mien, qui est engagé, qui a un président très européen, et de ce point de vue-là, je le soutiens, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, la France a toujours été européenne, cette question de gérer la politique étrangère dans son ensemble, il y a quelques points de politique étrangère qui peuvent être gérés à la majorité qualifiée. Et la défense, aujourd'hui, ça ne passe pas en France. Ça ne passe pas. Et donc il faut faire attention à l'acceptabilité politique. Parce que vouloir aller trop vite au nom de cette idée européenne, c'est prendre le risque que des événements improbables, comme le Brexit était improbable, se produisent. Et je vous dis, comme je le pense, en conscience, que l'élection de Madame Le Pen, elle n'est plus improbable en France, comme présidente de la République française. Elle n'est plus aujourd'hui improbable. Elle est possible. Et ce jour-là, c'est plus la peine de faire des discours et des conférences sur l'Europe. Donc je dis attention. Le général de Gaulle, qui a beaucoup compté pour moi, dans mon engagement personnel, disait un jour dans un discours, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. Je ne sais pas comment on dit ça en espagnol. Purée de castaña. Purée de castaña. Hein? Purée de castaña. Il faut donc faire attention à ce qui touche au cœur des peuples, à l'identité nationale. Ce n'est pas un gros mot, l'identité nationale. Parfois même l'identité régionale, mais nous avons des différences. Nous tenons à nos différences. Nous avons 24 langues différentes, nous avons 27 peuples, 27 nations. Donc il faut faire attention. Et dans ce respect de l'identité ou de la souveraineté nationale, la question de la défense, elle est la plus sensible. Parce qu'elle consiste à décider d'envoyer des soldats sur un front, parfois lointain, avec le risque qu'ils soient tués. Et donc, cette responsabilité-là, pour l'instant, je pense qu'elle doit être partagée, mais elle ne peut pas être déléguée. Voilà ce que je pense. Je pense qu'il faut continuer à travailler. Et c'est possible, chers amis, de construire de grands projets en étant unanime. C'est possible. Peut-être en utilisant d'ailleurs une des clauses ou des éléments du traité actuel de l'Union européenne, qui est la coopération renforcée, ou la coopération structurée, telle que nous l'avons écrite dans le traité actuel de l'Union européenne, qui permet à un groupe de pays, sur la route où nous sommes tous ensemble, sur la même route, un groupe de pays de partir en avant-garde. Ça, c'est la coopération renforcée, ou pour la défense, la coopération structurée. Et aucun pays ne peut empêcher les autres d'avancer, tous peuvent rejoindre, mais c'est une voie pour aller plus loin, si on veut aller plus loin, sans mettre en cause l'unanimité aujourd'hui. Je recommanderais, dans le moment où nous sommes, qui est un moment très sensible, et en étant peut-être avec cette qualification supplémentaire que j'ai par rapport à d'autres, d'avoir passé 5 ans à gérer le Brexit, qui était improbable, hein. 48 heures avant le vote des Britanniques, j'ai un de mes amis journalistes qui a interrogé les deux protagonistes principaux, M. Johnson et M. Farage, un nationaliste extrémiste, M. Farage, et puis je ne sais pas comment qualifier Johnson, enfin un baroque en tout cas. Hein. Un baroque. Tous les deux ont dit à ce journaliste, ça passe pas, on ne va pas gagner. Et ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'il y avait des démagogues, des souverainistes, des nostalgiques, plus des marchés financiers, quelques fonds financiers, qui ont utilisé la colère sociale, le sentiment populaire, qu'il ne faut pas confondre avec le populisme, le sentiment populaire dans beaucoup de régions britanniques, que l'Europe ne protège pas, qu'on ne maîtrise pas l'immigration, qu'il n'y a plus d'emplois dans l'industrie, qu'il y a de moins en moins d'emplois dans l'agriculture, que l'Europe efface les différences et ne protège pas. Donc il faut faire très attention à ça. Ça exige beaucoup de débats démocratiques, beaucoup de débats,
pas seulement le 9 mai, hein, mais pas seulement le 10 mai, tous les jours. Il faut du débat, il faut de la confrontation, et il s'agit juste de faire attention aussi aux erreurs qu'on peut commettre. Donc moi, je recommanderais qu'on avance sur la défense et la politique étrangère fortement. J'ai beaucoup travaillé pour qu'on crée le lieu où Joseph Borrell travaille actuellement, qui est un lieu de culture diplomatique commune, le service diplomatique européen, pour créer cette culture diplomatique commune. J'ai beaucoup travaillé, je continue à travailler sur la défense européenne, mais je recommanderais qu'on le fasse avec ceux qui veulent, sans mettre en cause la règle actuelle. Voilà ce que je veux dire. ¿Se puede avanzar, señora Almunia, con las reglas actuales o tenemos que tiene que dotarse la Unión Europea de otros instrumentos? Con las reglas actuales se puede avanzar mucho. Hay muchas reglas del tratado, a las que se refiere Michel, que no se han aplicado o que se aplican de forma muy tímida. Hay otra posibilidad en el tratado actual, en el Tratado de Lisboa, que son las llamadas pasarelas, que es que en áreas donde el propio tratado dice que se deben acordar los temas, las decisiones por unanimidad, que los gobiernos en el Consejo por unanimidad decidan que se pase a la mayoría cualificada. Y esa posibilidad no se ha intentado desde el Tratado de Lisboa, que está vigente, si no recuerdo mal, desde el año 2009. En diciembre del 2009, llevamos no sé cuántos años, 14 años, y no se ha aplicado todavía esa fórmula. Pero aparte de las posibilidades de avanzar, no estaba previsto en el tratado la compra conjunta de vacunas y se hizo inmediatamente. Hay un artículo, no me acuerdo cuál, en el tratado que dice por interés de la Unión se puede legislar sobre no sé qué y no sé cuántos. Hay muchas posibilidades. Claro, sin entrar en esos detalles, yo creo que el mundo ha cambiado mucho desde que esas 4 características del Estado-Nación eran tan marcadas, tan perfiladas y tan sentidas por mucha gente. Hoy, si vemos cualquier encuesta, sea Eurobarómetros o encuestas privadas de unos y de otros sobre lo que piensa la opinión pública europea, los ciudadanos europeos, hay una mayoría de ciudadanos europeos que querrían que se avanzase más de lo que permite el actual tratado en una serie de cosas. Yo estoy convencido de que si se les preguntase a los ciudadanos europeos, ¿usted estaría dispuesto a que en determinadas áreas de la política exterior y de seguridad se pudiesen llegar a decisiones, no a declaraciones, no a comunicados, a decisiones, sin requerir la unanimidad, sin permitir a un solo país de los 27 que haga veto y que impida avanzar a los otros 26? Hay una inmensa mayoría de ciudadanos que dirían ante determinadas cuestiones de seguridad, de defensa o de política exterior, sí, estoy dispuesto a eso. Y es verdad que siempre va a haber voces, Marine Le Pen en Francia, Vox en España, no sé cuántos más de ese tipo, por otros países europeos, por desgracia muchos, que estarían en contra y tratarían de recordar a los ciudadanos que hay que reforzar la identidad nacional como si estuviésemos en la época de los acuerdos de la paz de Westfalia, en el siglo XVII. O como en el siglo XIX, cuando el Estado-Nación moderno toma cuerpo en muchos países europeos. Pero hoy el mundo ha cambiado tanto y la gente sabe, por lo menos intuye, todo lo que está cambiando en el mundo, que esas cosas se pueden contraargumentar. Frente a una voz de un ultranacionalismo radical que busca la identidad de los ciudadanos en no sé qué siglo del pasado, yo creo que en el mundo actual del siglo XXI se puede argumentar, se debe argumentar y hay que hacer un esfuerzo por argumentar y convencer de que las cosas no son ya como eran. Ni en política exterior, donde no somos relevantes en el momento actual, hemos perdido relevancia, ni en política de defensa, ni en las otras 2 características que decía Michel, la moneda. Tenemos que hacer el euro más fuerte y para eso un mercado de capitales único es fundamental. Sin un mercado de capitales único no tendremos un euro más relevante de lo que somos nosotros. El euro ahora está en los mercados, en la mayoría de los mercados, en el 20%.
y la economía europea, de los 27, un poquito por debajo del 20%. Depende del tipo de cambio con el dólar. Pero bueno, si recuperásemos lo que valía el euro en relación con el dólar de hace unos cuantos años, estaríamos muy cerca del 20%, que es el papel que tiene el euro. Tiene que tener más. Y para eso, entre otras cosas, un mercado de capitales único es fundamental. Y está en el proyecto del mercado interior, que es un proyecto que acordamos y que era bueno para nosotros en los años 80. Y el otro elemento que has dicho, el cuarto, era defensa, política exterior, moneda. Economía. La economía, el mercado interior. Bueno, el mercado interior no está acabado. Hemos hablado de la energía, por supuesto, en los capitales, pero el mercado interior necesita eliminar barreras internas y necesita una acción exterior mucho más proactiva para convencer a los países que nos amenazan con sus proteccionismos y con sus regulaciones antimercado, de que no se puede jugar con eso en un mundo global como el que vivimos, porque si no veremos la desglobalización, y si hay desglobalización fuera de nuestras fronteras, el mercado interior empezará a quebrarse. Y si se quiebra el mercado interior, se quiebra la Unión Europea. Y todo el proyecto de paz, de convivencia, de democracia, de valores, en el que nos fundamos, en el que creemos y en el que queremos progresar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una batalla política para permitir que decisiones como la pérdida de decisiones por unanimidad en áreas de la política exterior sea posible, sea entendible y sea apoyada por los ciudadanos. Yo creo que es perfectamente posible. Y no quiero entrar en un debate de reforma de tratados y tal. Hay que convencer primero con argumentos de fondo. Y si el argumento de fondo ya gana ante los ciudadanos, luego vendrá ya la forma de traducirlo en reformas del tratado, parciales o las que sean. Pero no empezar la casa por la ventana, como desgraciadamente hicimos en la Convención y en el proyecto de Constitución Europea, que así acabó, con 2 referéndums en 2 países, fundadores además de la Unión, acabó. Y hay que seguir avanzando. Yo creo que no hay otra salida. Los dos han mencionado a Marine Le Pen, han mencionado a Vox, partidos que de alguna forma defienden un repliegue nacional, una vuelta a competencias nacionales. Estos partidos están ganando mucho terreno en España, en Francia y en muchos países de la Unión Europea, quizás porque, y es el eterno debate que tenemos siempre en Europa, no llega a los ciudadanos lo que hace la Unión Europea por ellos. Citaba el señor Barnier, Europa no protege, la inmigración es una amenaza, no recibimos ayudas, la inflación se lleva parte de nuestros salarios. ¿Perciben que ese es el riesgo mayor, riesgo interno, hablo, de la Unión Europea? Estos mensajes que llegan con más facilidad y con más rapidez que los mensajes de fondo de la Unión Europea, ¿es el riesgo mayor al que se enfrenta la Unión Europea, las propias fuerzas internas que tienden a una desunión? Il n'y a pas de fatalité s'il n'y a pas de fatalisme. Donc un homme politique, en tout cas, une femme politique, ne peut pas être fataliste. Sinon, ce n'est pas la peine d'être engagé en politique. Donc il faut réagir, agir et tirer les leçons. Vous parliez de Madame Le Pen à l'instant, Elena, dans un livre que j'ai publié, qui est un très bon livre d'ailleurs, que je recommande parce qu'il a été publié en espagnol. Alors, je l'ai en français ici, mais il a été publié aux éditions ACAL en espagnol, il y a 1 an à peu près. La première phrase que j'écris, le premier chapitre s'appelle un avertissement, warning. Et la première phrase de ce livre, c'est une phrase de Madame Le Pen, qui dit le soir du Brexit: nous vibrons avec les Britanniques, nous vibrons, qui ont saisi cette opportunité extraordinaire de sortir de la servitude. Je ne crois pas que Mme Le Pen ait changé d'opinion, même si elle ne dit plus ça. Parce qu'elle est habile, elle est intelligente. Elle ne dit plus ça, mais elle n'a pas changé d'opinion. Elle est anti-européenne, elle est pro-russe, je crois même qu'elle est anti-business. Donc tout ça, ça fait beaucoup de risques. Et je ne crois pas
qu'on pourra éviter cette aventure de Mme Le Pen, s'agissant des questions européennes, parce qu'il y a des questions nationales qui sont souvent liées, seulement avec de la communication. Je pense que le sentiment populaire sur lequel les Britanniques nostalgiques ou nationalistes se sont appuyés pour faire passer le Brexit, ce sentiment populaire, nous devons l'écouter, le comprendre et lui répondre. Ce n'est pas seulement une question de communication. Bien sûr qu'il faut de la communication, notamment en France, comme il y en aurait eu besoin en Angleterre, où les hommes politiques rasent les murs quand il s'agit de l'Europe, n'expliquent rien, n'assument rien. Ça, nous connaissons ça depuis 40 ans et on a vu le résultat. Mais la raison du Brexit, elle est liée à la colère sociale, elle est liée à la crise identitaire et à la querelle sociale dans les régions les plus pauvres du Royaume-Uni. Et ces raisons-là, elles existent en France, par exemple, dans beaucoup de régions. Beaucoup. Donc il faut répondre sur le fond, par des changements, par des protections, par des investissements pour démontrer la valeur ajoutée de l'Union européenne. Comme l'a dit Joachim, pour exister dans le monde d'aujourd'hui, il faut être ensemble. Ça, tout le monde peut comprendre ça. Moi, j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai expliqué aux agriculteurs sur le terrain, qui étaient souvent en colère, pourquoi il faut être ensemble. Ça, les gens comprennent. J'ai un tableau, souvent, j'aurais pu le montrer aujourd'hui, qui avait été publié par M. Cameron. Vous vous souvenez de M. Cameron, hein? Personnage bien connu. Au moment du référendum, il avait publié un tableau pour convaincre les Britanniques de rester dans l'Union européenne. Et ce tableau, ça n'a pas suffi, mais il reste juste. C'était la colonne des 10 pays les plus importants dans le monde par leur économie. Les top 10. Dans le top 10, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. 2010-2020, il y a 4 pays européens qui sont encore dans le top 10. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Bon. Et puis tous les 10 ans, à cause de l'évolution probable des grandes puissances du monde, chers amis, personne ne nous attend dans le monde. Hein. Personne. Parfois, on nous espère encore un peu, mais plus personne ne nous attend. Hein. Et puis, notre propre évolution, tous les 10 ans, il y a un des 4 pays qui est éjecté du tableau. L'Italie d'abord, la France ensuite, le Royaume-Uni. Et en 2050, il n'y a plus que l'Allemagne dans le top 10. Moi, ce tableau, je l'ai utilisé des milliers de fois, en citant M. Cameron, qu'il ne mérite pourtant pas. Et je vous promets que ce tableau, tout le monde le comprend, y compris les gens qui ont de la colère. Hein. Il faut être ensemble. Après, comment on est ensemble? Comment ça fonctionne à Bruxelles? Comment on met plus de démocratie, moins de bureaucratie? Comment on change les politiques? C'est une autre question. Mais la clé, c'est de rester ensemble. Sinon, on est foutu. Sinon, on devient sous-traitant et sous influence définitivement sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains. Je suis convaincu de ça. Donc il faut être ensemble, appuyer sur ce marché unique qui est loin d'être terminé, mais qui est notre principal atout, et en faisant de ces nouvelles politiques. On peut faire beaucoup, comme l'a dit Joachim, sans changer les traités. Mon expérience personnelle, c'est que par rapport à la crise actuelle et potentielle, la colère sociale, au déficit politique, il ne faut pas consacrer trop d'énergie à modifier les institutions européennes aujourd'hui. C'est ce que je pense. On a pendant 20 ans pensé qu'en faisant des conférences intergouvernementales, des changements de traités, on allait réformer les institutions et que ça allait répondre au déficit démocratique. Les gens actuellement, ils attendent des changements ou des réponses ou des preuves que le fait d'être ensemble est utile dans leur vie quotidienne. Voilà. Et ça veut dire un certain nombre de réformes ou de choses qui sont devant nous en matière de défense, en matière de marché unique, y compris sur les capitaux, en matière de protection, y compris en étant sans doute moins naïfs dans nos relations commerciales, y compris avec le Mercosur d'ailleurs. Je suis favorable à des accords avec le Mercosur et d'autres, mais avec de la réciprocité tout de même. Hein. Sinon, il y aura un blocage. En matière de coopération avec l'Afrique, d'où vont venir les grandes migrations dans les années qui viennent, notre autonomie en matière numérique, tous ces sujets sont devant nous et on doit démontrer, comme ça commence à être le cas depuis
4 ou 5 ans, il y a plein de changements qui se sont produits. Hein. La création de 10 000 postes de garde-frontières, l'emprunt européen pour investir dans l'avenir. On commence à parler d'une politique industrielle européenne. À l'époque où nous étions commissaires, c'était un gros mot. Hein. On parlait d'une stratégie européenne industrielle. C'était un gros mot. Les Américains, les Chinois, ils ont une politique industrielle, hein, y compris même contre nous, quelquefois, comme on le voit aux États-Unis actuellement. Donc, il y a des changements qui se produisent, des leçons qu'on tire, et sur ces changements, ces mesures, on doit être capable de démontrer aux citoyens qui sont en colère, ou qui ne comprennent pas, que le fait d'être ensemble apporte des progrès. Voilà. C'est ça qui est important, plus que les réformes institutionnelles de mon sens. Mencionábamos al principio la inmigración y ahora ha vuelto a hacer referencia a ella. Uno de los asuntos que está pendientes también es llegar a un pacto europeo sobre inmigración y asilo. El otro día escuchaba aquí también en Madrid al comisario Margaritis Esquinas, decía, o llegamos ya, y estaba mirando directamente a España y a la presidencia española, o en las elecciones de 2024 los populismos atacarán de nuevo a Europa. Es un elemento determinante de llegar a un acuerdo sobre inmigración y asilo para frenar también estos movimientos que tiran desde dentro en contra de la Unión Europea. Sí, es fundamental. No hay más que ver las proyecciones demográficas que se vienen publicando por Naciones Unidas, por la propia Agencia de Estadística de la Unión Europea, por académicos e institutos privados. Las proyecciones demográficas, no solo en Europa, pero desde luego aquí, entre nosotros, en prácticamente todos los países europeos, casi todos, algunos se salvan, pero son tremendas. Si queremos seguir manteniendo nuestros niveles de bienestar, tenemos que crecer. Si tenemos que crecer, tenemos que aumentar la productividad y el empleo. Y la productividad exige esfuerzos, tecnologías, inversiones, competencia, muchos elementos sobre los cuales hay que prestar mucha atención porque estamos bajos en productividad. Pero el otro elemento del crecimiento son los recursos humanos, es la fuerza de trabajo. ¿De dónde la vamos a sacar en países envejecidos? Por cierto, la misma pregunta se tiene que estar haciendo China, si es que está permitida por el sistema. Tiene un envejecimiento brutal, casi tan brutal como el de Rusia, que ese ya es más conocido desde hace más tiempo. Pero es posible un pacto, como decía el otro día la comisaria sueca de inmigración, que estuvo también aquí, le leí una entrevista. Es necesario. Va a ser difícil, porque hay posiciones muy diferentes en la Unión Europea, pero ahí las decisiones son mayoría cualificada. Por lo tanto, yo creo que la presidencia española puede llegar a un acuerdo. Ojalá llegue en beneficio no de España, sino también de España, pero del conjunto de la Unión Europea. Ahora, eso, ¿qué tiene que ver con la extrema derecha? Populismos hay de diferente tipo por diferentes lados del espectro político, pero lo que nos preocupa a los demócratas es la extrema derecha, que es la que ataca directamente los valores que sustentan nuestra convivencia, nuestros sistemas políticos, nuestra democracia. Yo creo que Europa no es la causa del auge de extrema derecha en muchos países europeos. Europa sufre ese auge porque esas fuerzas políticas se van integrando en gobiernos de coalición o en minorías parlamentarias, pero que son decisivas para que los gobiernos correspondientes tomen decisiones racionales, no ya de gran altura de miras y de alto componente ético, que también lo tiene el aceptar gentes que vienen aquí a buscarse la vida, a trabajar y a tener un futuro para ellos y para sus hijos, sino que es en nuestro interés es que haya una inmigración que, por lo menos temporalmente, en lo que dura el impacto positivo de la inmigración sobre la capacidad de emplear personas para que trabajen y produzcan y generen riqueza, la inmigración es imprescindible en muchos países. ¿Cómo se integra la inmigración una vez que llegan? Y me refiero a la integración de los que llegan con un permiso de residencia, un permiso de trabajo, la integración de los que están en condiciones legales de poder trabajar e integrarse. Ahí entra la extrema derecha. ¿Cómo se
localizan esas minorías que culturalmente, a veces incluso con religiones diferentes, con pautas de comportamiento, son diferentes a nosotros. ¿Cómo se integran? ¿Se integran ayudando a que la sociedad mantenga unos niveles de cohesión elevados? ¿Sí o no? Y ahí juegan las políticas nacionales, juegan las políticas regionales, autonómicas en nuestro caso, las políticas locales, juegan todas las políticas que están en manos de los países. La Unión Europea llegará a un acuerdo, ojalá lo haga en el siguiente semestre durante la presidencia española, si la mayoría cualificada de los países apoyan eso. Cada uno de los gobiernos que va a estar sentado en el Consejo correspondiente va a tomar la decisión, va a estar mirando a cuál es su situación política interna y cómo maneja en su política interna a las fuerzas políticas, a los líderes de opinión, a los componentes de organizaciones sociales que pueden estar defendiendo una política anti-inmigración. Creo que es una tarea no de la Unión Europea, de todos los europeos que vivimos en la Unión Europea y de todos los países que forman parte de la Unión Europea, de todas las fuerzas políticas, sociales. Es una tarea para todos, porque el envejecimiento, el deterioro demográfico va a ser una decadencia, un deterioro de las condiciones en las que nos gusta vivir y en las que hemos logrado vivir en sociedades avanzadas, en sociedades con altos niveles de cohesión social, en sociedades que tratan bien a sus ciudadanos, y eso tiene que ser algo que se imponga en una inmensa mayoría de las opiniones públicas de nuestros países. No es solo la Unión Europea. La Unión Europea va a pagar las consecuencias por no poder llegar a un acuerdo, si es que es el caso, de cómo se va deteriorando la convivencia en nuestros países. Es una cuestión de los políticos europeos, pero no solo cuando van a Estrasburgo o a Bruselas, cuando actúan aquí también. No sé si tenemos tiempo de una conclusión. Sí. Solo quería darles ya tenemos 5 minutos para una conclusión. Michel Barnier, la conclusión de este análisis y de este... La conclusión de nuestro diálogo. No una conclusión de nuestro diálogo, sino una conclusión, un resumen de... Si ahora volviera a su sillón en la Comisión Europea... Excusez-moi, je voudrais répéter votre question. Solamente una conclusión sobre el futuro de Europa, lo que le espera a Europa. Le quería plantear... Personnellement, je suis assez confiant, pour tout vous dire. Voilà. Je suis assez confiant, parfois plus confiant d'ailleurs dans la solidité de ce projet européen que dans la solidité de certains de nos pays qui sont membres du projet européen. Voilà. Je suis assez confiant parce que j'ai vu la réaction positive et les leçons qu'on a tirées de toutes ces crises. Et puis vous savez, il y a un problème un peu mécanique dans l'Union européenne, c'est que c'est tellement compliqué. À 27 aujourd'hui, 28 c'était pas plus simple, mais c'était à 27, avec ce système majorité qualifiée, d'unanimité, le Parlement, les parlements nationaux, que quand on prend des décisions structurelles, le marché unique, le nouvel emprunt, les politiques qu'on a décidées sur l'industrie, etc., parce que c'est complexe, c'est plus solide. Parce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. C'est plus difficile de se dégager. Hein, le fait que ce soit aussi compliqué fait que le processus est très lent pour prendre des décisions, mais que c'est, de certains points de vue, plus solide et plus durable. Et donc, regardant ce qui s'est passé depuis 15 ans, je suis plutôt confiant dans la capacité des Européens de faire face. Maintenant, ça exige du courage politique, ça exige une majorité au Parlement européen l'année prochaine qui soutiennent, même si elle est diverse entre les socialistes, les libéraux, le PPE. Il faut de la diversité, mais il faut aussi globalement un mainstream européen.
et qu'on trouve bien je répète un peu cela comme un leitmotiv par rapport à la crise du Brexit, qu'on trouve bien les sujets sur lesquels on peut refaire la preuve de l'Europe. La preuve de l'Europe. La preuve de la nécessité d'être ensemble. Et je dirais, à coup sûr, tout ce qui touche à notre autonomie, à la moindre dépendance des Européens, à la liberté des Européens de rester maîtres de leur destin, et c'est en grande partie les questions technologiques qui sont en cause, y compris d'ailleurs d'autres réactions par rapport à l'intelligence artificielle ou d'autres grands enjeux technologiques. Notre capacité de continuer à être une terre de production agricole et industrielle, et pas seulement de services. Mon pays a abandonné une grande partie de son industrie, comme l'Angleterre, au profit des services. Je pense que c'est une erreur. Nous devons rebâtir une stratégie industrielle et préserver une stratégie agricole. La coopération avec l'Afrique, qui est une clé dans les années qui viennent, de stabilité et de progrès aussi. Comme l'a dit Joachim, le marché unique, qui est notre principal atout, mais qu'il faut consolider sur le plan du marché des capitaux, l'énergie et le numérique. Puis vous me permettrez de dire un mot d'un sujet dont on parle peu, parce qu'il n'est pas dans les compétences européennes, mais il est au cœur des enjeux humains. C'est la question de la culture et de l'éducation. Je pense qu'il faut remettre l'homme au cœur du projet européen. Je ne fais pas de bucolisme, je ne suis pas bucolique, je pense ça politiquement. Remettre l'homme au cœur du projet européen et que tous les sujets citoyens soient privilégiés dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Les sujets qui intéressent les citoyens dans leur vie quotidienne. C'est aussi bien Erasmus, avec peut-être de nouveaux développements, que la protection civile, sur laquelle j'avais fait une proposition, je crois, utile et pragmatique de mutualisation de nos forces de protection civile, parce qu'on va en avoir besoin dans les années qui viennent. Tout ce qui touche les sujets citoyens, la culture, la musique, je pense que ces sujets-là doivent être pour créer des émotions et un partage citoyen commun du projet européen. Voilà ce que je dirais. Mais je pense qu'il y a suffisamment d'hommes et de femmes engagés, motivés, à droite, à gauche et au centre pour porter ces projets dans les années qui viennent. Voilà pourquoi je suis plutôt optimiste. Joaquín, ¿también eres optimista? Sí, por supuesto. No solo optimista, sino ambicioso en cuanto a las necesidades de la integración. Creo que era Ortega quien dijo en algún sitio, no me acuerdo en cuál, que la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. ¿Qué proyecto sugestivo de vida en común tenemos los ciudadanos europeos del siglo XXI? La nación importa, por supuesto, las naciones importan, lo hemos descubierto allá donde se había erradicado cualquier tipo de identidad que no fuese la del leviatán totalitario por encima, países comunistas, pero el proyecto sugestivo de vida en común para el siglo XXI, para los europeos, es Europa. Es la Unión Europea. Y una Unión Europea que esté bien asentada en el mundo que estamos viendo y que se va a ir desarrollando en sus características, para bien y para mal, en las próximas décadas, que es un mundo donde hay dos superpotencias, China, Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos muchas coincidencias en cuanto a valores, sistema político, democracia, etcétera, pero no podemos subordinar nuestro proyecto sugestivo de vida en común a lo que nos vayan diciendo desde Washington. Y no podemos correr el riesgo de que empiece a prevalecer en otras áreas del mundo, incluso en algunas zonas dentro de la Unión Europea, pocas, menos mal, que el modelo chino es más eficaz y que tenemos que copiar cosas como se hacen en China, incluidas cosas de la política industrial china, que ha citado Michel, y eso merecería un debate entre él y yo, eso de la política industrial china, incluso algunos aspectos de la política industrial aquí entre nosotros lo debatimos. Él siempre dice que yo soy más liberal que él, tiene razón. Yo creo que los ciudadanos europeos han apreciado lo que está haciendo la Unión Europea en los últimos años, no apreciaron lo que hicimos en la crisis financiera, que al final se superó, pero han apreciado cómo ha reaccionado la Unión Europea
en estos últimos años, en las dos últimas crisis, y se han dado cuenta de que hace falta más integración. Confían más en las instituciones de la Unión Europea, esas lejanas, complejas, ininteligibles para mucha gente, pero confían más en las instituciones europeas que en las nacionales, en la mayor parte de nuestros países, desde luego en el nuestro, pero en otros muchos, de los 27 de la Unión Europea. Y los que han abandonado la Unión Europea por su voluntad, por pocos puntos en el referéndum, pero por su voluntad, incluso los que creían que no iban a ganar el referéndum, se han dado cuenta de que cometieron un inmenso error histórico, del cual van a estar pagando las consecuencias, no solo en términos de su relación con la Unión Europea actual, a 27, sino pueden pagar incluso las consecuencias con que no se pueda llamar su país el Reino Unido. Y los que están en cola para entrar en la Unión Europea están impacientes, desazonados y a veces enfadados porque no les hemos abierto ya las puertas a los países de los Balcanes occidentales, y no digamos ya a Ucrania, que hay que abrirle las puertas, pero no para que entre en tropel un país que necesita prepararse no solo para ganar la guerra, sino para cumplir los requisitos mínimos para que el proyecto europeo les venga bien a sus propios intereses en el mercado interior, en las políticas comunes europeas, etc. Por lo tanto, yo soy optimista porque hay gente que mira a la Unión Europea como algo mejor de lo que tienen para que su vida en común sea más sugestiva en el futuro. Y creo que eso es lo que importa, aparte de los detalles de cómo hacer eso, que eso nos llevaría más tiempo del que tenemos. Muchas gracias.